Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. Ce soir, je vous propose une autre immersion inédite, une plongée au cœur de l'orphelinat des garçons de Bingerville. On compte plus de 500 orphelins, de pères, de mères ou des deux parents qui sont placés dans différents établissements publics à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont des enfants qui ont vécu un traumatisme et qui tentent de se trouver une nouvelle famille dans cet établissement et dans cet orphelinat. Ici, on leur offre également la chance de s'instruire et pour certains de trouver une famille d'accueil. Alors, comment cet établissement est-il financé? Comment est-il géré? D'où viennent ces pensionnaires? 52 minutes pour comprendre le fonctionnement de l'orphelinat de garçons de Bingerville, un documentaire réalisé par les équipes de Sopron. En Côte d'Ivoire, plus de 500 orphelins de pères, de mères ou des deux parents sont placés dans les 6 établissements publics du pays. Des enfants abandonnés pour raisons économiques ou sociétales, des enfants vulnérables pris en charge par l'État. Orphelinat de garçons de Bingerville. Chaque lundi, dans ce groupe scolaire, la journée commence par le salut aux couleurs. 430 élèves, dont 134 orphelins âgés de 5 à 18 ans, fréquentent cet établissement. On continue. Aliments d'origine minérale. Oui. L'eau. L'eau, source de vie. Ici, on a 2 types d'élèves. On a les élèves internes qui sont les orphelins, par exemple. Voilà, les orphelins sont habillés en carreau, voilà comme on le voit. Et lorsqu'un orphelin arrive nouvellement et qu'il n'arrive pas à s'intégrer, voilà, nous le faisons coacher par l'un des anciens avec l'appui du maître lui-même. Voilà. Et ce dernier-là va le suivre, que ce soit en classe pendant les moments de pause, comme pendant les moments hors classe. Voilà, et à travers des exercices que le maître va fournir, et aussi à travers des exercices qu'eux-mêmes vont réussir à faire. Mais tout ça sous la supervision de l'enseignant. Voilà. Et ici, tous les élèves de l'orphelinat, voilà, internes comme externes, ont droit au même cours. Voilà, au même quantum horaire, au même traitement. Il n'y a pas de distinction. Voilà. C'est lorsqu'un élève, un pensionnaire vient d'arriver et qu'il a des difficultés, là on est obligé de s'appuyer un peu, voilà, se pencher sur son cas pour pouvoir l'aider. Et les externes, c'est par exemple un exemple d'un externe ici. Voilà l'exemple d'un externe. Aniel est un externe. Il est en kaki là. C'est un externe. Donc, eux, ils ne résident pas ici. Voilà. Ils ne résident pas au sein de l'institution. Ils viennent de dehors. Voilà. Et les soirs, ils retournent chez eux. Junior, 13 ans, orphelin de père et de mère, est dans cet établissement depuis 4 ans. Donc, on va dire quoi, Jésus? Ce marchand vendra Oui. des fruits et des produits agricoles. Merci, vas-y, Otavio. Déscolarisé à l'âge de 6 ans, après la mort de ses parents, il est placé dans cet orphelinat à l'âge de 9 ans. C'est bon? Ce marchand vendra des produits agricoles. C'est bon? Merci. On fait un bon pour lui. Et on fait... Oui. Autant quand je suis arrivé, pour lire des mots, c'était un problème. Je n'arrivais pas à lire tranquillement. Maintenant, il y a une maman qui s'appelait Madame Bolou. Bon, ici, nous, on l'appelle maman parce qu'elle réside ici. Donc, nous, on l'appelle maman. Donc, c'est avec elle. Elle m'a mis avec quelqu'un pour me suivre. On a fait la lecture pendant les congés, quand j'arrivais à la maison aussi. Il y a l'un de mes grands frères qui me suit.
Jusqu'on part en région, on part en région. Arrivé au CM1 encore, le maître a refait la même technique encore. Donc à travers ça, l'adepte, tu savais un peu maintenant. Et souvent, les jeunes orphelins, quand ils arrivent, ils ont des difficultés scolaires. Difficultés scolaires, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y en a même qui quittent d'un milieu où ils ne fréquentaient pas l'école. Voilà. Il y a des orphelins qui arrivent alors qu'ils étaient déjà déscolarisés. Ils avaient déjà quitté le circuit scolaire. Donc nous, on est obligé de les réinsérer dans le circuit scolaire. Donc ça devient un peu compliqué. Mais avec l'acharnement des uns et des autres, on arrive à s'y faire. Voilà. Et vous, à quel moment vous êtes devenu un peu plus à l'aise? À quel moment vous avez commencé à bien travailler? Bon, lorsqu'on a franchi la classe du CE2 et on a croisé les maîtres, le travail a commencé à bien fonctionner plus. À partir du CE2, ça allait, mais arrivé au CM1, j'ai commencé à me sentir dans l'établissement tranquillement. Voilà, c'est à partir de là que je peux dire j'ai commencé à suivre normalement mes cours. Et vous êtes arrivé en quelle classe, vous, ici? Je suis arrivé en classe de CE2. Ici. Aujourd'hui, Junior est en classe de CM1 et il tente toujours de se trouver une place dans cet établissement. Et auparavant, vous étiez aussi dans une école ou comment ça s'est passé? Oui. J'étais dans une école à Yépougon. L'école s'appelait municipalité. Voilà. J'ai fait le CP1 avant, après avoir perdu mon père, donc j'ai arrêté. C'est après avoir arrêté qu'ils ont fait mes papiers pour que je puisse rentrer ici. J'ai terminé l'école. Et qu'est-ce que ça vous a fait de venir ici? Bon, au commencement, je me sentais gêné. Parce qu'éloigné, il laissait ma famille, puis il venait dans un autre endroit que je ne connais personne. Mais avec le temps, ça allait. Parce que ici, je suis trouvé, les éducateurs sont sympas. Ils nous prennent comme eux-mêmes les propres enfants. Ils nous éduquent bien, ils nous mettent sur le droit chemin, que nous soyons toujours à l'hôtel. Ils nous emmènent à bien travailler à l'école surtout. Voilà, c'est pas l'école que nous aussi, on peut leur témoigner que non. On peut leur dire merci parce qu'on ne peut pas dire autrement. C'est pas l'école qu'on peut leur dire bien merci. Donc à travers l'école aussi, nous avons de bonnes notes. Cet orphelinat dispose de 5 dortoirs et peut accueillir jusqu'à 250 orphelins. Son budget de fonctionnement est de 210 millions de francs CFA. 134 orphelins vivent au quotidien ici. Chacun d'eux coûte en moyenne un peu plus d'1,5 million de francs CFA par an. Bernard, chef du service éducatif, planifie le quotidien des orphelins de Bingerville depuis plus de 20 ans. Brou. Vous les connaissez tous? Presque eux tous. Parce que c'est important pour l'enfant qu'il soit connu. Parce que si tu ne connais pas son nom, que tu l'appelles par exemple Hé, il est frustré. Il dit mais pourquoi tu connais le nom de Brou et puis moi tu ne connais pas mon nom? C'est à croire que je ne suis pas aimé. Donc on fait l'effort de les connaître, eux tous, de connaître leur nom. C'est comme ça. Donc voilà Brou. Alors lui par exemple, c'est quoi son histoire? Lui, il était rentré en tant qu'enfant cas social, c'est-à-dire père et mère vivant dans une vulnérabilité telle qu'ils n'ont plus le droit de puissance sur l'enfant. Mais l'année passée, son papa est décédé. Donc il est rentré en étant avec les deux parents, mais le papa est décédé. Ils sont deux comme ça. Il y a son frère qui est au CM1, lui au C1. Voilà. Quand ils arrivent, on fait un rassemblement où on parle à tout le monde ensemble. Maintenant, après, de manière éclatée, on passe dans les dortoirs. Les éducateurs qui sont chargés des dortoirs font la mise en confiance pour leur dire, ici, c'est vrai, tu étais en famille, mais ici, c'est la même famille qui continue. Tu es venu ici, tu as réussi, tu es dans ta main. Si tu travailles bien, tu peux réussir. Il y a des gens qui sont passés ici et qui ont réussi. Il y a les tontons, les tantis qui vont venir vous visiter. Ici, on a reçu le joueur Drogba Didier, donc les grands artistes. Donc tout cela, c'est les petites choses, les tactiques qu'on met en place pour que les enfants acceptent de rester.
Sinon, dès au départ, ils pleurent. Quand on rentre comme ça, certains pleurent. Je veux retourner chez moi, je veux retourner à la maison, je veux un peu, et puis ils s'habituent. C'est l'heure du déjeuner. Tous les petits internes convergent vers le réfectoire, vêtus de leurs couleurs respectives. Les couleurs répondent à une préoccupation, deux préoccupations majeures. La première préoccupation, ça nous permet de les identifier facilement. Les violets sont les CP1, les verts sont les CP2, les bleus sont les CE1, les rouges les CE2, les oranges les CM1, les jaunes les CM2 et puis ceux qui sont en gris sont les collégiens. Donc ça nous permet de les identifier facilement, la première explication. La seconde explication, ça nous permet d'éviter les frustrations. Si on dit frustration, ils ne portent pas les tenues civiles, ils sont tous dans la même tenue. S'ils portaient la tenue civile, tel enfant peut avoir un parrain et puis il va avoir un vêtement vraiment peut-être haut de gamme. Ça peut envoyer une frustration pour celui qui n'a pas eu de parrain et qui ne peut pas bénéficier de ces vêtements-là. Vous voyez, c'est pour cela qu'on les met tous dans les mêmes tenues. Même vous voyez au niveau des chaussures, ils portent tous le leket. Le leket et les tenues qu'on appelle communément TP. En résumé, c'est l'humilité. Vous voyez que ce sont des tenues simples, qui ne sont pas aussi coûteux que ça. Donc on apprend aux enfants à être humbles. Et même dans le réfectoire, Stéphane, éducateur depuis 11 ans, ne lâche pas les petits orphelins. Il veille à leur éducation et à la pratique des bonnes manières. On fait le service. Voilà. On fait silence. On ne bavarde pas. Ici, on apprend aux enfants à faire le service. Ça leur permet d'avoir le sens du partage. Voilà. Servir son prochain, aimer son prochain. Voilà. C'est le sens même du service et ça se fait à tour de rôle. Chaque enfant, à son tour, aura son service à faire. Et ça resserre encore les liens d'amitié, de fraternité entre les enfants. Donc voilà le sens du service que les enfants font. Et ça leur permet aussi de pouvoir se tenir à table. Comment se tenir à table? Parce qu'ils seront amenés à aller dans des familles d'accueil. Et quand vous allez dans des familles d'accueil, il faudrait avoir un comportement bien à table. C'est pour cela qu'on leur apprend l'initiation à la vie pratique. On leur apprend à pouvoir se tenir à table. On leur apprend à pouvoir avoir un comportement honorable quand ils iront dans ces familles. Allez, on mange en silence. Va chercher l'eau, va chercher l'eau pour vous. Et le service se fait à tour de rôle. Adama, non, non. Il ne faut pas remplir la cuillère, on vient de le dire. Doucement, doucement. Voilà un cas qu'il faut corriger. Diminue encore ta ration. Voilà. Est-ce que tout peut rentrer dans la bouche? Non. Donc là, c'est comme ça. Doucement, il faut qu'on voit. Tu vois, voilà, doucement. Suive tes amis aussi, également. Les encadrants dans un orphelinat doivent en quelque sorte être des parents de substitution, attentionnés et patients. Pour l'encadrement des 134 pensionnaires présents, 92 personnes travaillent au quotidien dans cet établissement. Un directeur, 5 inspecteurs d'éducation spécialisée, 36 éducateurs, 8 maîtres d'éducation spécialisée, 3 maîtresses d'éducation plus une adjointe, 12 instituteurs ordinaires, 4 assistants sociaux, un chauffeur et un infirmier diplômé d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer. Il faut expliquer. Dans ma tête, pour que le docteur je suis blessé. Qui t'a poussé? C'est Timogo. D'accord. Tu es blessé où? Dans ma tête. Dans un orphelinat de garçons, les bobos rythment la journée. Lébi, 6 ans, vient de se blesser à la tête. Assois-toi, assois-toi, assois-toi. C'est récurrent, c'est ce genre de choses. Entre milieu d'eux, les enfants se blessent. C'est récurrent. C'est pour cela que je suis obligé d'être toujours sur place. Parce qu'à tout moment, comme c'est les petits garçons là, il ne faut pas avoir peur, ça saigner comme ça, sinon c'est pas grave. T'as compris, non, Lévi?
J'ai pas peur. Normalement, il devait être assisté, non? C'est-à-dire qu'il devait avoir des encadreurs en chambre. Ils se sont mis en rang devant vous là. Il y avait 2 dames, 2 mamans avec eux. Voilà, c'est eux qui sont supposés les surveiller, les suivre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des moments de relâchement? Je pense qu'on peut le dire, hein, puisque vous avez vécu les faits. Ou même vous avez vécu les faits, vous avez vu. Mais ce n'est pas aussi facile. Hein, parce que pour un dortoir de 20 enfants, il y a un encadreur. C'est les petits garçons, ils bougent beaucoup. Beaucoup. Donc, pour la moindre faille, hop, c'est parti. Djakarija est infirmier dans cet orphelinat depuis 20 ans. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut être disponible samedi, dimanche, le jour, la nuit. Parce que ça, c'est vrai que c'est passé la nuit. Voilà, c'est pour cela que je suis sur place, on me réveille, je viens. Il faut être soin, donc tout le monde connaît mon numéro. Même si je suis parti manger, qu'il y a un cas, on m'appelle. Automatiquement, je viens intervenir le plus rapidement possible. Parce que comme je l'ai dit aux gens, nous, c'est une infirmerie. Mais en griffe, c'est une infirmerie, pas comme les autres infirmeries. Parce que nous, notre objectif ici, ce n'est pas d'avoir des malades et puis les soigner. C'est d'éviter que les enfants restent au dortoir et ne pas aller en classe. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont suivis à tout moment. Dès qu'ils ont un peu mal à la tête, net une prise en charge pour qu'ils puissent aller en classe. Voilà, c'est comme ça. Tu peux bâtir le reste. Le soir, après le repas, tu viens. Je vais voir, t'as compris? T'as compris, non? Voilà, faut pas avoir peur. Mais arriver là-bas, il faut enlever tout ça là, t'as compris? Cet établissement comporte plusieurs dortoirs comme celui-ci de 50 lits chacun. Les enfants y sont regroupés par âge et niveau d'études. Elvance, 13 ans, orphelin de père, est arrivé à l'âge de 4 ans à Bajarville. Mais pas ça, tu fais pas une autre matière. C'est quoi? Histoire. Histoire. Oh, ouais. Tu connais ça? Ok. Boris. Ça va finir. Même c'est ici, ça arrive aussi. Ah, pourquoi t'aimes bien la leçon? C'est ici. Bon là, comme nous avons le même professeur, donc j'essaie de voir si eux ils sont en avance ou bien ils sont après. Et je constate que nous sommes arrivés pratiquement sur les mêmes leçons. Nous sommes arrêtés à la même partie. Donc, comme ça, on va échanger après sur ce qu'on a fait en classe. Et puis maintenant, on va se préparer au cas où quelqu'un sera avancé dans la matière. Il va nous aider à mieux comprendre. Et puis comme ça, arrivant en cours, ce sera comme si nous étions en train de faire une révision. Est-ce que c'est ici que vous restez pour étudier? En fait, nous, ça nous plaît vraiment. Nous aimons bien étudier dans notre dortoir parce qu'on se familiarise plus avec le décor qu'au dehors. Au dehors, c'est vrai, c'est toujours dans l'orphelinat, mais bon, comme nous dormons ici, nous préférons étudier dans notre dortoir, ce qui est mieux pour nous parce que juste au dehors, on ne peut pas beaucoup réviser et forcément, il y aura des gens qui vont venir causer. Comme le bureau est un lieu où généralement les gens se réunissent, donc nous préférons étudier dans notre dortoir. Il est 14 h, Aline est éducatrice. Elle est venue vérifier pourquoi ses internes ne sont pas en classe. Et toi, monsieur Zao? Je n'entends rien. Tu n'as pas formaté. Donc toi, tu n'as pas formaté, tu n'étudies pas, tu es couché sur ton lit, quoi. Tu vas étudier. On a même pas de pain. D'accord. D'accord, donc on a tout à l'heure. Comment se comporte généralement? En particulier le petit Elvance, comment se comporte? Bon, le petit Elvance, il faut dire que c'est un enfant travailleur, un enfant assez consciencieux quand même. C'est un enfant vraiment bien. Elvance, enfant modèle. Son père est décédé lors de la crise de 2010 et sa mère est dans l'incapacité d'assurer son éducation. Tu rentres à l'orphelinat à quel âge? À l'âge de 4 ans, en classe de CP2. Et puis bon, ça a continué. C'est passé, c'est que, en fait, au début,
c'est vrai que je n'avais pas vraiment d'amis, donc j'étais un peu dans mon coin. Mais bon, comme en Côte d'Ivoire ici, c'est la fraternité, puis surtout à l'orphelinat. Donc j'ai eu rapidement des amis avec qui j'ai causé et fait toutes sortes de trucs ensemble. Quand tu es rentré, qu'est-ce que les encadreurs t'ont dit? Bon, quand je suis arrivé ici, les encadreurs m'ont dit de ne pas avoir peur. Que ici, nous sommes tous comme des frères. Et nous devons être ensemble. Et puis bon, ils essayaient de voir ce que j'aimais et ce que j'aime pas. Comme ça, ils allaient me proposer des activités. Puis ça a commencé un peu, aussi au fur et à mesure. Puis je me suis familiarisé avec les autres enfants. J'ai eu des amis qui ont même gagné leur confiance et puis être là où je suis maintenant. Tu crains quoi personnellement? Tu crains quoi? Bon, ce que je crains personnellement, c'est que je vais dans un endroit et puis on ne m'accepte pas comme je suis. On me dit, bon, tu es orphelin et puis on ne veut pas jouer avec toi, il faut que tu sois ailleurs. Puis tu aspires devenir quoi? Médecin chirurgien. Je veux être plus tard un médecin chirurgien qui pourra vraiment faire de grandes choses, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques de chirurgie et tout. Être perçu seulement comme un orphelin, cette peur est commune aux enfants de cet établissement. Pourtant, certains ont réussi à en faire une force. Direction le ministère de la Défense. Voici le général Assamoah, ancien pensionnaire de l'orphelinat de garçons de Bingerville. Je suis ancien pensionnaire de l'orphelinat de Bingerville et j'y suis entré en 1968 et sorti en 1975. Comment vous atterrissez à l'orphelinat de Bingerville? Alors moi j'ai perdu mon père très tôt quand j'étais tout petit et puis c'est ma mère qui m'a inscrit là-bas, à l'école, et j'ai passé de la maternelle jusqu'au CM2 là-bas. Voilà. C'était un peu difficile au départ, hein. C'était un gros handicap. Vous savez, quand on vous met dans un internat, c'est pas simple au départ, hein. Mais j'ai retrouvé là-bas des enfants qui sont devenus mes amis, mes frères même. Et on a fait un chemin ensemble pendant quelques années. Après, on s'est séparés. Moi, je suis rentré à l'école militaire, à Bingerville. J'ai réussi à faire ma scolarité là-bas. Et puis, je suis rentré, j'ai eu la vocation militaire, je suis rentré dans l'armée. Et bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé dans l'armée. Et j'ai toujours gardé le lien avec cette école-là. Vous n'avez pas honte de parler de ce passé? Ah non, pas du tout. Alors, chacun s'assume, hein. Il faut assumer son enfance, il faut assumer sa vie. C'est même avec fierté, hein. Parce que je pense que l'État de Côte d'Ivoire nous a aidés. L'État n'a pas failli. Et non, il ne faut pas en avoir honte, hein. Au contraire, il faut dire aux gens que même si vous avez un handicap au départ, à force de travail, vous pouvez réussir dans la vie. C'est ça que le message à comprendre. Régulièrement, le général Assamoah rend visite à cet orphelinat. C'est une deuxième famille pour lui. Ah, monsieur le directeur! Attendez que je porte mon masque parce que c'est... Directeur, le père des enfants. Mais c'est vous le grand-père. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Okay. Le directeur de cabinet 1 est là. Oui. Voilà. Et il vous attend. D'accord. Voilà. Bonjour maman. Bienvenue. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à l'orphelinat? Ah ben c'est une grande joie. Se retrouver ici avec les enfants. Monsieur le directeur. Exact. Voilà. Mais il faut peut-être leur montrer de loin votre dortoir à l'époque. Oh. Dortoir sud là-bas, tout en bas là-bas. Ah, complètement à l'extrême droite là. Voilà. C'est là-bas qui était mon dortoir. Voilà. Et c'est eux qui fatiguaient les jeunes filles. Oh. Il est en haut, hein, le directeur. Ok, je vais monter le secret. Le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tutelle de l'orphelinat de Bingerville, est présent. L'occasion pour le général de partager quelques observations sur l'avenir des enfants. La première grande limite, c'est vrai que les enfants, bon, après le CM2, il y a beaucoup qui sont laissés quand même. Ça c'est pas bon. Pourquoi ne pas faire un collège directement ici en même temps? Dans lequel les enfants, après le CM2, continueraient en internat au collège jusqu'à au moins 3e. Après, voilà. Est-ce que l'option du général est envisagée par le ministère?
Je ne peux pas le dire ou l'affirmer de façon certaine, mais c'est une piste de réflexion. Effectivement, c'est anormal qu'on laisse ces enfants-là à la rue à l'issue de leur cursus primaire. Nous avons rencontré beaucoup qui, après être sortis d'ici, n'ont pas eu la chance d'aller plus loin, sont donnés à l'activité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une symphonie inachevée? Bien sûr, bien sûr. Là, on n'a pas besoin de vous le dire, vous-même vous le constatez. Et comme l'a relevé le général, c'est inadmissible qu'on prenne des enfants à leur bas âge, à les amener jusqu'au cours moyen deuxième année, au CM2, et puis ne pas pouvoir leur donner la chance d'aller de la 6e jusqu'à la 3e et à l'issue de ce premier cycle du collège, là, aller apprendre un métier. Donc c'est vraiment une piste de réflexion qu'il faut mener et qu'il faut creuser. Je pense que, comme il dit si bien, avec l'espace qui existe au sein de l'orphelinat, on peut penser peut-être à ériger quelques classes, 2 ou 3 classes de collège, voilà, pour pouvoir le faire dans le cadre des collèges de proximité, du programme de collège de proximité. Je pense que je vais le souffler à Madame le ministre et on va vraiment creuser cette piste-là. Fin de journée à l'orphelinat de Bingerville. Les enfants ont le droit à 30 minutes de jeu avant de regagner les douches. Ramatou est éducatrice spécialisée. C'est elle qui ce soir assure la garde. On s'abaisse, on lave entre les cuisses. Tu rinces. Tu n'as pas lavé ici. Qui veut le savon? Bon, on se dépêche, hein. On se dépêche, on se dépêche. 11. Niveau CP2. De 7 à 11 ans. C'est bon, qui est propre? Je vais voir. Hein. Derrière les pieds, lavez bien vos pieds. Il est désormais l'heure de passer à table. Sur la route du réfectoire, les enfants se doivent d'être disciplinés. Les plus petits devant, les plus grands derrière. Qui va chanter? Béjira, tu chantes. On s'en va. Momo. C'est bon. Momo. 1, 2, 3, 4. Merci. 2, 3, 4. Merci. 2, 3, 4. Merci, 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 merci. Une organisation militaire avec des enfants qui marchent au pas. Est-ce que vous arrivez à maîtriser les enfants? Plus ou moins. C'est-à-dire plus ou moins? Bon, plus ou moins, il y a quelques-uns qui sont un peu lents, qui n'arrivent pas à suivre le rythme. En l'occurrence, Yao et Kirikou, voilà, qui sont un peu... Bon, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Bon, on essaie de les interpeller. On essaie de les interpeller. Comme tout à l'heure, là, ils n'étaient pas dans le rang. Je les ai interpellés pour qu'ils puissent se mettre dans le rang. C'est pareil, quand il est au dortoir, quand on fait les trucs, les activités, souvent il est un peu distrait. Voilà. On ne peut pas avoir une maîtrise totale sur les enfants. Donc... Ok, ok. On lave les mains. Arrivés au réfectoire, les habituels jeux d'enfants reprennent. Alors il faut faire preuve de patience. Ramatou gère 11 enfants. T'as versé l'eau aussi, toi. Il t'a fait quoi? Attends, il va te toucher d'abord. Où est l'eau là? Hé, hey, Yao. Va t'asseoir. Tu n'es même pas mouillé même. Est-ce que c'est facile avec les enfants? Un peu. Un peu. Quand vous dites un peu, bon, c'est comme nos enfants à la maison. Hein. Il y a des moments où ils sont sages. Il y a des moments vraiment où tu n'arrives pas à les maîtriser. Voilà. Et c'est quoi le plus difficile dans ce travail? Le plus difficile? Bon. Moi particulièrement, je ne trouve pas ça difficile. Parce que ça dépend de la manière dont tu prends ton travail. Quand tu aimes les enfants, tout est facile. Quand tu les aimes, naturellement, tout devient facile. Tu sais qu'avec tes enfants à la maison, il y aura des moments où forcément ils vont déconner. Voilà. Donc si tu les traites comme tes enfants, tu vas trouver que le travail est facile.
Mais si tu penses que ce ne sont pas tes enfants, tu les prends comme les enfants d'autrui, là, tu vas trouver le travail plus difficile. Moi, je n'ai pas de soucis avec eux. Voilà. 21 h, il est l'heure de se coucher pour les plus jeunes d'entre eux. Chaque année, en moyenne, 4 enfants de cet établissement sont adoptés. Madame Kakou est assistante sociale de la pouponnière d'Adjamé. Elle est venue chercher un jeune pensionnaire pour finaliser son adoption. Je suis venue chercher l'enfant Azaria. Voilà, et vous m'avez dit comme ça que vous avez déjà apporté le dossier. Et moi aussi, j'ai apporté mes dossiers. Donc voilà, je vous remets l'avis favorable qui atteste qu'Azaria a été affecté, adopté. Et voilà la demande de la directrice pour le faire sortir. Je fais en 2 volets. Et puis voilà le rapport d'Azaria. Samedi, il vient, papa. Mais c'est en 2 volets, vous allez déjà. tu m'as dit, mais qu'il y a une maman qui va venir chercher. C'est quand il dit, il ne faut pas te presser, il va venir, elle va venir. Notre souhait est que les enfants demeurent auprès des parents, dans la famille. Donc, continuez toujours. On a encore quelques poupons ici. Vous, à Djamé, vous n'avez pas beaucoup ici, mais Yopougon, on a jusqu'à 24 poupons ici. Yopougon, c'est là, après des 16, plus d'Abou et puis vous. Donc, continuez à chercher des parents pour ces enfants-là, pour qu'ils rentrent en famille. Justement, quand la dame, elle vous donne tous les papiers, c'est à ce moment-là que vous lâchez l'enfant? C'est ça. Quand on a tous les papiers qui prouvent que c'est la personne-là qui a adopté, en ce moment, nous, on va voir notre patron, le directeur, on lui porte l'information avec la personne et puis on libère l'enfant. Pour que demain, si nous faisons nos statistiques, on sache qu'on était tel nombre, il y a tel enfant qui sont partis en adoption. L'orphelinat de Magerville ne gère pas directement les adoptions. Ce sont les pouponnières et la direction de la protection de l'enfance qui ont cette responsabilité. Ce matin, ils sont là. Voilà. Tous les documents complets. Très bien. Donc, on a décidé de venir vous saluer. D'accord. Pour que vous nous donnez l'autorisation. Merci beaucoup. De faire sortir l'enfant. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est toujours avec plaisir, hein. On souhaite qu'il y ait beaucoup d'enfants apparentés comme ça. Voilà, c'est l'équilibre quoi pour ces enfants. C'est une joie pour vous d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, continuons donc les prières dans ce sens-là pour les enfants. Et puis que Dieu nous donne toujours la force, tous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un de vos pensionnaires partir? Ben, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que pour nous, l'enfant n'est mieux qu'en famille. L'enfant n'est mieux qu'en famille. On est en fait des établissements de protection, de remplacement. On se substitue donc aux familles. Et donc, quand un enfant part, c'est vrai, c'est comme si on enlève une partie de nous. Mais quand on sait que l'enfant va pour son équilibre, pour son épanouissement, on se sent bien. Surtout que tous les témoignages des enfants adoptés sont vraiment émouvants. Il y a des enfants qui ont été adoptés et en Côte d'Ivoire et en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, quand ils nous envoient les images des enfants, non, nous sommes fiers, nous sommes contents pour les enfants. Le dernier qui est parti, il est allé faire un seul jour à la maison. Il a rencontré son grand frère là-bas. C'était difficile de les séparer. Or, lui, il avait voulu retirer l'enfant à la fin de l'année. Mais le contact avec son petit frère, son frère à la maison, l'enfant n'a plus voulu rester ici, tellement il s'est senti heureux en famille. Donc vraiment, c'est une joie pour nous que les enfants soient placés en famille. Est-ce qu'il y a un suivi après? Oui, il y a un suivi. Le service social de la pouponnière, d'où l'enfant est ici, fait le suivi. Nous-mêmes, chez qui l'enfant était, on fait le suivi pour avoir justement les témoignages. Et s'il s'avère que les témoignages ne sont pas bons, on retire l'enfant de cette famille. C'est déjà arrivé des moments de réintégration difficile où l'enfant est revenu? Bon, depuis que je suis ici, à ma connaissance, non. Mais ça peut être des cas qui peuvent arriver. Ça peut arriver dès lors qu'on se rend compte que l'enfant n'est pas protégé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais pour le moment, Dieu a épargné des situations de ce genre. Donc, on est toujours satisfait, mais on ne relâche pas. On ne relâche pas.
Parce que tout peut bien se passer à un moment et à un autre, ça peut chambouler. C'est pourquoi on maintient la vigilance, parce que comme on l'a dit, c'est la protection de l'enfant. C'est même pas la joie des parents d'abord, c'est d'abord la protection de l'enfant. Par ricochet, évidemment, ça procure la joie à ces familles. L'enfant qui doit quitter l'orphelinat ce jour, c'est Azaria, 6 ans, pensionnaire depuis 2 ans. Azaria. Je t'avais parlé, non? Il y a une maman qui va venir te chercher, ta nouvelle maman. Tu connais maman là? Quoi dit maman? Comment il m'appelle? Dis fort. Tapez. Donc elle est venue te chercher. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu es content? Tu es content? Voilà. Merci Azaria. Donc maman, on va aller au docteur. On va aller te changer. On va prendre tes affaires. Parce que ça c'est notre tenue. Et on va aller à la maison à la pouponnière. Tu vas aller rencontrer tout le monde là-bas. Tu es d'accord? Voilà. Tu sais où tu t'en vas? Ils t'ont dit que tu partais où? Là-bas. C'est ses parents. En France. C'est ses parents. Il dit en France. En France. Bravo, c'est une prophétie. Non, mais ils sont en France. Ah, tu as vu. Il connaît déjà ses parents parce qu'il discutait déjà avec eux au téléphone. Donc il les connaît déjà. Si tu vas là-bas, il faut bien se comporter. Il faut être sage. Il faut être sage. Comme tu es avec nous ici, là. Il faut être sage. Si on t'appelle, il faut bien répondre papa, maman. Si on t'envoie, il faut faire tout ce qu'ils te demandent. Bien. Tu as compris? Comme ça, tu vas nous envoyer les photos. Tu vas nous envoyer aussi bonnes choses que tu vas manger là-bas. Là. Tu vas m'envoyer aussi, non? Tu vas pas oublier papa tout voli. Dis oui. Tu vas pas oublier maman Oulé. Dis oui fort. Tu vas pas oublier maman Kofi. Alors, dis oui. D'accord. Va, fais ta tête. Ok, donc, on va aller, il va se changer. D'accord. Direction le dortoir pour récupérer les affaires d'Azaria. L'enfant est silencieux, se laisse faire. Difficile de savoir s'il comprend ce qui lui arrive. À sa sortie, tous ses camarades et ses éducateurs sont là. Allô, allô? Il y a votre frère Azaria qui s'en va. Il s'en va pour toujours. Donc Azaria vient vous dire au revoir. Alors vous allez dire au revoir à Azaria. Au revoir, au revoir, au... Allez! S'en va. Bon, donc si parmi vous, tout ce que Azaria a insulté, tout ce que Azaria a fait parler avec eux, il vous demande pardon. Est-ce que vous acceptez le pardon d'Azaria? Oui. Un vent pour Azaria. Un vent encore. Triplé. Azaria. Voilà. Allez, Azaria, que le Seigneur t'accompagne. Hein? Tout ce que tu nous as fait ici, là, nous, on laisse tomber. On te pardonne. Tu as fait trop de dégâts même, mais on te pardonne. Les faits payants te pardonnent aussi. Donc, allez, pas mon bon. Voilà. La Côte d'Ivoire reste un des pays d'Afrique de l'Ouest le plus actif dans la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Depuis sa création, plus de 300 enfants de l'orphelinat de Bingerville auraient été adoptés. Mesdames, Messieurs, je me trouve au sein de l'orphelinat de garçons de Bingerville et à mes côtés, M. Latmel Alain Didier, directeur de la protection de l'enfance. Bonsoir, M. Latmel. Bonsoir, Eliane. Et merci de nous recevoir ici. Je vous en prie. Alors, M. Latmel, dans un établissement comme celui-là, cet orphelinat de garçons de Bingerville, quel est le type de ces pensionnaires? Nous avons deux catégories principalement d'enfants. Il s'agit d'un orphelinat. Oui. Alors, nous avons des enfants orphelins. On dit orphelin partiel lorsqu'il a perdu soit le père ou la mère. Et on dit orphelin complet lorsqu'il a perdu à la fois le père et la mère. C'est principalement pour eux que cet orphelinat a été créé. Alors, ceux qui sont en situation, je dirais, sociale délicate, dans quelle catégorie vous les placez? Nous avons aussi la possibilité de recevoir ici des enfants dits cas sociaux. Oui. Ce sont des enfants dont la situation sociale est difficile. Ce sont des enfants dont la vulnérabilité au niveau familial et communautaire est avérée. Ce sont aussi des enfants pour lesquels les parents
sont déchus de la puissance parentale. Oui. Ce sont des enfants aussi pour lesquels le parent peut être en situation d'incarcération et nous le récupérons pour qu'il puisse bénéficier de tous ses droits. Alors, comment gère-t-on réellement un tel établissement? Et puis, bien sûr, qui dit gestion, dit finance, quel est votre budget? Ou le budget qui vous est alloué en fait? L'orphelinat des garçons de Bingerville et les autres établissements de protection des remplacements publics, que sont les orphelinats de filles des Grands Bassam, les pouponnières de Yopougon, Adjamé, Boaké et Dabou, sont gérés sous tutelle de l'État. Et l'orphelinat des garçons de Bingerville, dans lequel nous sommes en ce moment, a bénéficié pour le compte de l'année 2020 d'un budget qui avoisine les 210 millions de francs CFA pour l'alimentation et tous les autres soins qui peuvent être apportés aux enfants. Alors, au regard de tout ce que vous évoquez, est-ce que ce budget est suffisant? Nous ne dirons pas qu'il soit suffisant, et nous en avons toujours besoin parce que, en plus de ce budget, il y a les appuis extérieurs qui sont des dons et toute forme de legs qui viennent supporter les autres charges dont ont besoin d'assurer cet orphelinat. Alors il s'agira d'apporter des soins spécifiques. Et des fois, le budget que nous avons pour des soins médicaux n'est pas suffisant pour assurer les soins de 250 enfants, voire plus, parce que l'orphelinat peut, en cours d'année, faire sortir certains enfants et en accueillir d'autres. Alors, Monsieur Latmel, au sein donc, de votre établissement, il y a donc des orphelins partiels, et vous avez donc évoqué les différentes catégories. Ils ont tous subi un traumatisme. Alors, comment vous réussissez donc à gérer de façon à ce que, évidemment, il y ait cette solidarité, mais surtout qu'ils oublient ces traumatismes et qu'ils les ont marqués chacun à son niveau? Nous disposons de ce que nous appelons des normes et standards de protection du remplacement. Et l'un des points qui est la fiche 7 de ces normes et standards dispose de ce qu'on appelle un PIPEC, un projet individuel de prise en charge, qui est un projet qui commence à partir de la demande d'acceptation de cet enfant dans la structure. Nous allons déjà faire une enquête sociale. Cette enquête sociale nous oblige à intégrer la communauté, la famille de l'enfant, pour comprendre le problème réel qu'a cet enfant, pour pouvoir l'accepter. Lorsque nous sommes d'accord de l'accepter, cet enfant, et qu'il vient à nous dans cette structure, nous déclenchons ce projet individuel de prise en charge, qui est le PIPEC, parce que pour chacun des enfants, un besoin précis et un projet précis. Ainsi, les services que nous mettons en place au niveau de cette institution permettent d'encadrer l'enfant sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique, sur le plan psycho-affectif. Ce qui fait que nous avons différents enfants, mais nous arrivons à mettre en synergie d'action différents besoins d'enfants, mais avec des réactions pour chacun des enfants qui lui permettent de vivre une vie d'institution, une vie de famille, parce qu'ici nous privilégions la vie familiale. Alors, Monsieur Latmel, de plus en plus, on le voit à différents carrefours à Abidjan, des enfants, donc des mineurs, soit ils sont seuls, soit ils sont accompagnés par des adultes, et en réalité, ils s'adonnent à la mendicité. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour sortir ces enfants de cette situation précaire, mais surtout les accompagner? Qu'est-ce qui est fait concrètement? C'est une question qui a été difficile à évoquer en son temps, parce que tant qu'il n'y avait pas un comité interministériel, chaque ministère se posait la question du niveau d'intervention qu'il pouvait avoir en faveur de ces enfants-là. Et on demandait toujours au ministère de la Femme, Famille et Enfants d'agir parce que c'était son mandat. La vérité, c'est que c'est une action globale, une action concertée qu'il faut mener. Et depuis 2019, effectivement, il y a des actions de police, des opérations de police qui sont menées. On a même l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je ne remets pas en doute ce qui a été décidé en ce qui concerne la protection de l'enfance et évidemment l'appui de la police, mais je vous assure qu'il y en a de plus en plus à tous les carrefours. Alors si vous en envoyez 5 le matin, le soir, il y en a peut-être 10. Et ce sont des enfants. Je peux vous avouer que ces actions de police sont bel et bien menées, avec une difficulté à la base, c'est que ces enfants, on ne les met pas en prison. Lorsqu'il y a des parents, qu'est-ce que vous faites? Parce que parfois, ils sont avec les parents à côté. Lorsqu'on récupère ces enfants, les parents viennent à nous systématiquement lorsqu'ils sont à côté. Je vous parle des actions menées où moi-même je suis sur le terrain. Je suis membre de ces opérations et ces enfants sont récupérés. Ces parents, quand ils sont là, ils nous viennent. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces parents? Ils nous posent un problème
qui est un problème social. Oui. Un problème dans lequel le père il est au chômage, il n'a pas de moyens, il ne peut pas s'occuper de son enfant. Mais nos actions vont jusqu'à un prolongement qui veut que ces parents-là soient soutenus. Alors, ces opérations de police vont récupérer ces enfants. C'est pour ça que nous faisons une réserve dans nos structures pour qu'on puisse placer ces enfants, pour que le défaut de droit qu'ils ont en famille fera qu'ils ne seront pas en même temps sur la route avec leurs parents, ils seront pris en charge dans une institution comme l'orphelinat en tant que cas social. Et tandis qu'on s'occupe d'eux pendant une année scolaire, on prépare donc le parent à bénéficier d'un appui en termes d'activité générale de revenus, une activité qui leur permet de gagner des sous. Ce sera donc les filets sociaux qui vont récupérer ce parent-là pour l'aider. Ce sera aussi dans le cadre du programme social du gouvernement de voir comment est-ce que ces parents-là peuvent être habilités pour que l'enfant puisse retourner dans sa famille, parce que nous estimons que le meilleur espace de développement d'un enfant, c'est dans le cadre familial. En parlant du cas familial, des enfants sont placés dans des familles d'accueil. Alors, est-ce qu'il y a un suivi réellement qui est fait pour éviter qu'il y ait cette maltraitance et que l'enfant ne doive revenir en arrière et sur les traces d'un passé vraiment qui l'a peut-être traumatisé? Notre dispositif veut que ce soit des familles volontaires, principalement, mais en même temps des familles reconnues dans la communauté comme des familles qui offrent du bien-être et qui ont de l'amour pour des enfants. Vous menez des enquêtes au préalable? Nous menons effectivement des enquêtes de moralité. Au bout de cette enquête de moralité, votre volonté d'être famille d'accueil via une requête est validée par le juge. Lorsque le juge nous donne cette possibilité de travailler avec vous, vous bénéficiez d'une formation. Au bout de compte de cette formation... Qui dure combien de temps à peu près? La formation dure environ 3 à 4 mois. D'accord. Parce que nous disposons de plusieurs modules, mais comme c'est des parents qui mènent des activités génératives de revenus, ce n'est pas une école spécifique, alors on dispose des modules en fonction de leur temps libre. Mais au bout de 3 mois, voire 4 mois, et le parent est prêt à faire respecter les droits de l'enfant dans sa maison, mais à donner une éducation non violente à l'enfant qui l'accueille. À la fin, vous voyez qu'il y a un tel attachement qui s'est créé dans ces familles, au point que les enfants, lorsque nous avons réussi à faire la médiation pour qu'ils retournent dans leur famille, ils ne sont plus prêts à retourner. Ça, c'est un autre problème. Et ça arrive souvent? Ça arrive. Mais comment vous gérez cela entre la famille, je dirais, biologique et la famille d'accueil? Alors nous demandons aux familles d'accueil de ne pas créer l'attachement. Mais c'est difficile à le faire puisque nous sommes africains et nous avons ce cadre de solidarité-là en tant qu'Ivoiriens africains qui nous permet d'accepter quelqu'un, de lui apporter tout l'amour et l'affection qu'il faut et qu'il puisse bien vivre avec nous. À la fin, nous permettons donc à la famille biologique de se préparer à accueillir son enfant. En permettant donc un lien de famille, ces deux familles se fréquentent et au bout du compte, l'enfant sait qu'il peut avoir un parrain, un tuteur et avoir sa famille biologique avec lui. Justement, vous parliez de parrain. Qu'est-ce qu'un enfant parrainé et quel est l'objectif? Un enfant parrainé, c'est un enfant vulnérable qui bénéficie de l'assistance de l'État principalement, mais qui est soutenu par une personne physique ou une personne morale qui s'engage à apporter à cet enfant-là toute l'assistance nécessaire pour son éducation, pour ses soins, pour ses loisirs, mais aussi à avoir cet enfant pendant certains week-ends dans son cadre familial pour partager des moments de convivialité avec cet enfant. Est-ce qu'on ne crée pas là un lien très fort, peut-être qui peut aboutir ou déboucher sur une adoption? C'est possible. On a vu des cas où on en est arrivé à l'adoption. Mais déjà, c'est tout simplement parce qu'on remarque l'attachement qu'il y a avec la famille et on évalue l'intérêt supérieur de cet enfant-là de vivre avec cette famille. Une fois c'est bien précisé comme cela, on peut aboutir à l'adoption, qui est aussi un autre système de protection du remplacement, mais qui offre d'autres garanties que le système que nous avons dans les orphelinats. Justement, concernant l'adoption, est-ce que les procédures elles sont bien huilées de façon à ce qu'un enfant qui est adopté n'aille pas dans une famille dans laquelle il retrouverait, je dirais, un autre traumatisme? Est-ce que vos procédures permettent ces garde-fous? Le premier élément qu'on prend pour censurer l'adoption, c'est notre enquête sociale qui nous donne la possibilité de nous assurer que l'enfant ne va pas vivre dans un milieu violent, ne va pas vivre dans un milieu où il est stigmatisé, où il est marginalisé parce qu'il a tout simplement été adopté. Sur tous nos effectifs et les données que nous avons 1% et peut-être même moins de 1% de retrait d'enfants
Depuis 4 ans, nous avons seulement 2 retraits Sur d'enfants. combien de placements en Sur famille? presque 800 placements dans nos différentes familles. 2 retraits d'enfants. Alors, Monsieur Latmel, dans ce reportage, on a vu l'association des anciens de l'orphelinat de garçons de Bingerville, très heureux de revenir à la source, souriant, avec beaucoup d'idées, mais on ne l'oublie pas, hein, il y a également l'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam, qui mène également beaucoup d'actions à l'endroit des jeunes filles. Alors, pour 2021, pour les années futures, quelles sont les perspectives ou qu'est-ce que vous entrevoyez comme, je dirais, loi ou comme accompagnement, de façon à ce que ces jeunes continuent à espérer et puis peut-être que ces associations soient peut-être plus présentes à vos côtés? Nous saluons déjà l'action de ces associations, l'AFOCIN et les enfants de Drussy, qui constamment sont présents avec les enfants, partagent leur expérience en tant qu'enfants ayant vécu ici dans cette enceinte depuis le temps colonial jusqu'à maintenant. Et ça nous aide dans l'accompagnement que nous faisons à ces enfants-là. Quand ils voient ces aînés-là revenir avec une bonne posture, ils ont de l'espoir qu'il y a des choses qui ont réussi ici à l'orphelinat avec des autres personnes qui pourront aussi réussir avec eux. L'avenir? Pour l'avenir, nous rêvons que toutes nos prévisions concernant le système de famille d'accueil puisse aboutir en termes de décret-prix pour organiser le système de famille d'accueil en Côte d'Ivoire. Parce que nous fonctionnons avec ce dispositif, mais nous n'avons pas encore de décret qui nous accompagne officiellement. Merci, Monsieur Latmel, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directeur de la protection de l'enfance. C'est ça. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre consacré à l'orphelinat de garçons de Bingerville. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de Soprod, 52 minutes pour comprendre. Rendez-vous dans 15 jours avec un autre numéro de votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes et surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières car la Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tous.